Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le hacker mindset. Pendant tout ce cours, en fait, hacker a deux sens. Hacker peut effectivement vouloir dire quelqu'un qui a à voir avec la sécurité informatique et qui va essayer de casser des codes informatiques. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la définition originale du mot hacker qui vient du MIT. Et hacker au MIT dans les années 80, c'est quelqu'un de très smart, mais d'une façon très particulière. Parce que être intelligent au MIT, ça impressionne personne, puisque c'est un peu le critère de sélection. Donc tout le monde est rationnellement intelligent. Mais ce qui fascine au MIT, c'est les gens qui ont de l'astuce. C'est-à-dire que pour un problème donné, ils vont réfléchir avec une perspective complètement originale par rapport à ce problème. Et c'est ça qu'on a appelé hacker, c'est les gens qui étaient capables d'apporter des réponses hyper originales aux mots, à la réflexion. Alors, pourquoi aujourd'hui on va parler des hackers? C'est pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de coder, pas coder et toutes ces histoires-là. Ça a vraiment à voir avec une histoire d'état d'esprit. Et il faut voir que les hackers sont quand même des gens extrêmement dominants dans l'entrepreneuriat contemporain. Et quel que soit le milieu et quel que soit l'endroit dans le monde. Alors pourquoi? D'abord parce que, mine de rien, c'est des gens qui ont reçu la formation la plus cool du monde à une époque où en fait cette formation était assez peu disponible. C'est qu'ils ont appris comme des autodidactes à une époque où finalement être autodidacte, c'était pas la chose la plus valorisante du monde. Je pense que le fait d'être autodidacte est devenu un fait de gloire en soi, mais ça c'est une victoire culturelle des 20 dernières années. Il y a 20 ans, être autodidacte, ça voulait simplement et formellement dire ne pas avoir été à l'école. Et ne pas avoir été à l'école voulait simplement et formellement dire que vous étiez un nul. Il y avait aucune voie alternative à ça. Et les hackers, en fait, sont les premiers à avoir brisé le tabou du self-learning et à avoir démontré qu'il était possible d'apprendre sans être dans une structure. Et la deuxième chose, c'est que finalement, il y a une façon très très simple de comprendre pourquoi la France, malgré tous ses ingénieurs, n'a pas d'entrepreneurs. C'est tout simplement parce que ingénieur est différent de hacker. Certains ingénieurs sont des hackers, mais tous les hackers ne sont pas des ingénieurs. Et c'est le point extrêmement important, c'est que cette obsession qu'on a eue de l'ingénierie pendant des années et des années, et qui a voulu raconter à tout le monde que la seule façon d'apprendre la programmation ou faire des entreprises ou fabriquer des produits, c'était avant tout de devenir ingénieur, a mené en fait à une incompréhension générale des qualités nécessaires. Alors, qu'est-ce que c'est le hacking? Le hacking, c'est avant tout un mindset, c'est carrément une philosophie de vie. Il y a même un manifeste qui a été écrit qui s'appelle le Hacker Manifesto, qui a été écrit en 86, année de ma naissance d'ailleurs, qui a été écrit en 86 et qui démontre en fait les blocs de qu'est-ce que ça veut dire être un hacker et qu'est-ce que ça veut dire si on se reconnaît comme hacker. Donc, c'est avant d'être un mouvement technologique, c'est un mouvement culturel, c'est un mouvement culturel très profond et qui est appuyé sur un certain nombre de préceptes extrêmement fondamentaux. Le premier, c'est que done better than perfect. C'est des gens qui sont obsédés par, on va appeler ça une culture du doer. On l'entend souvent, cette histoire de culture du doer, vaut mieux faire les choses que les penser, blablabla. Et en fait, s'il y a un endroit au monde où ça a été vrai, c'est chez les hackers. Et ce qui fait que quand ces hackers sont devenus entrepreneurs, ils ont importé ces méthodes-là dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire done better than perfect? Ça veut tout simplement dire que vous n'essayez jamais de rien faire de façon parfaite. Vous essayez simplement tous les jours de faire de votre mieux, mais pour réaliser un boucle et un cycle complet. Alors, il y a ce dessin que j'adore, qui me fascine depuis que je suis tout petit. C'est comment dessiner une chouette, how to draw a hole. Et vous voyez un type qui fait un rond, un rectangle et un triangle. Et en fait, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais un rond avec un rectangle et un triangle, c'est une chouette en fait. C'est juste que c'est la première façon la plus simple de dessiner une chouette. Et une fois que vous avez fait ce rond, ce rectangle et ce triangle, après vous pouvez commencer à faire les plumes, les détails, le bec.
Et la grande différence entre la façon de hacker une chouette et le fait de dessiner formellement une chouette, c'est que quelqu'un qui va dessiner formellement une chouette essaiera de dessiner d'abord le visage de façon parfaite, puis le corps de façon parfaite, puis les plumes de façon parfaite, etc. Mais il mettra beaucoup de perfection. Un hacker, il commencera par une forme vulgaire de chouette et petit à petit, il va gommer, redéfinir, regommer, redéfinir. Et donc, vous aurez 200 versions de la chouette, en fait. Sauf que dans ces 200 versions de la chouette, il verra tous les problèmes, il verra tous les détails, et il verra justement pourquoi c'est pas parfait. Et ça, c'est appuyé sur une croyance psychologique extrêmement profonde. C'est qu'il est extrêmement important de voir les choses pour savoir si elles sont réussies ou pas. Il y a un grand fantasme dans l'entrepreneuriat, c'est celui de l'anticipation rationnelle. C'est de se dire, si je planifie bien les choses, alors je ne ferai pas d'erreur. Et donc, oh là là, grand jamais. Et donc, rationnellement, puisque j'ai anticipé et puisque j'ai regardé les choses en détail, alors je ne ferai pas d'erreur. Et donc, comme je ne fais pas d'erreur, je n'aurai pas besoin de recommencer, puisque recommencer quelque chose est la plus grande forme d'inefficience sur Terre. Si je recommence quelque chose, c'est que je suis un nul. Et en fait, le hacker, c'est le retournement de ce mindset. C'est de se dire, si tu fais quelque chose en une fois, c'est forcément que tu l'as mal fait. Et en plus, si tu l'as mal fait, tu ne vas pas pouvoir voir pourquoi, parce que tu auras mis tellement d'efforts à le fabriquer, tu auras mis tellement de toi-même là-dedans, qu'il ne te restera rien en fait comme énergie pour recommencer. Et donc, c'est un point de psychologie de base. C'est beaucoup plus facile de jeter une journée de travail à la poubelle que de jeter 6 mois de travail à la poubelle. Et donc, ces fameuses itérations, c'est qu'il faut toujours être dans ce cycle où l'obsession est de livrer des choses. D'ailleurs, le deuxième motto du hacker, c'est le cheap it fast. Qu'est-ce que ça veut dire cheap it fast? Alors évidemment, c'est très lié à la programmation, mais ce n'est pas qu'un sujet de programmation, le hacker mindset. C'est l'idée qu'il faut absolument délivrer ce qu'on a décidé de faire le plus rapidement possible. Et donc c'est le corollaire du premier. C'est le corollaire du si je m'en fiche que ce soit parfait, alors je n'ai pas besoin de réfléchir sur à quelle vitesse je dois le faire. Il y a une seule bonne réponse à ça, c'est de le faire le plus rapidement possible. Et alors, la dernière chose que ça implique, et c'est ce qu'on va appeler le triptyque de la culture hacker, c'est que forcément, si vous faites les choses de façon non parfaite, que vous les faites le plus rapidement possible, forcément, you will break things. Forcément, vous allez avoir des bugs. Forcément, il va y avoir des ratés. Forcément, vous allez casser des choses. Et forcément, vous allez vous retrouver dans une situation où il va falloir l'admettre et passer à la suite. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des gens ont un problème avec le mindset hacker. C'est qu'ils ont terriblement peur de tomber dans cette situation qui est le ridicule. Et que des gens leur disent, mais en fait, c'est ça ton truc, ou c'est ça ton logiciel, ou tu vois bien que ça marche pas, ou machin. Et en fait, je pense que les hackers ont une chance incroyable culturellement. Et alors ça, c'est méchant, mais en fait, c'est vrai. C'est que comme ils ont tous été des nerds dans leur enfance, ils ont un niveau de réceptivité à la moquerie qui est infini. C'est plus rien les atteint. Algolia rentre de Y Combinator. Je leur dis, mais c'est quoi alors, qu'est-ce qu'il a de tellement spécial, Paul Graham? C'est super simple. Tu peux le critiquer devant lui, ça le touche même pas. Et ça fait. Apparemment, rien ne l'a jamais touché dans sa vie. Et ça, en fait, c'est un point nerd fondamental. C'est que forcément, quand vous avez été la victime à l'école, après, il n'y a plus rien qui vous touche, quoi. Et c'est ce qui rend, en fait, le hacker mindset tellement fort dans l'entrepreneuriat et qui rend les hackers tellement compatibles pour devenir des entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont absolument pas peur du ridicule. Ne l'oubliez jamais, la traversée entrepreneuriale est forcément un grand moment de solitude extrêmement ridicule. Je pense que la meilleure image pour se dire ça, c'est de se dire vous êtes sur un radeau pendant que tout le monde passe sur un yacht et vous êtes libre sur votre radeau. Ils sont tous prisonniers sur leur yacht, mais les autres sont sur un yacht quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, quand vous êtes sur un radeau, vous passez forcément pour le nul de service.
Maintenant, si le radeau passe de l'autre côté de la mer et que vous survivez, au moment où vous mettez le pied sur l'autre rive, vous devenez instantanément un héros, parce que vous avez traversé sur un radeau. Et si vous mourrez en mer, personne aura le moindre... tout le monde aura un sentiment de, mais de toute façon, il n'avait qu'à pas partir sur un radeau. Vous voyez le changement de perspective. C'est que être un héros, l'entrepreneuriat, on n'est pas un héros en étant entrepreneur. La seule façon d'atteindre le statut de héros dans l'entrepreneuriat, c'est de passer de l'autre côté de la rive. Et forcément, passer de l'autre côté de la rive, c'est une expérience extrêmement solitaire. Des hackers, il y en a eu bien avant la naissance de l'informatique. Et pour bien que vous compreniez très bien mon point aujourd'hui et que, encore une fois, je vais le répéter, ce n'est pas une histoire d'informatique. L'un des premiers grands hackers de l'histoire pour moi, il y en a deux, c'est Edison et Pasteur. Alors vous voyez, on est très 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 loin avant l'informatique. Mais pourquoi Pasteur est l'un des... Comme ça je vais prendre un français pour une fois. Pourquoi Pasteur est l'un des premiers grands hackers de l'histoire? Alors je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est quand même un type qui a fait des millions de versions de son vaccin. Des dizaines de milliers à minima. Et pourquoi il a fait ça? Il a même cette citation, c'est pas, j'ai pas échoué 1 million de fois. C'est simplement qu'il m'a fallu 1 million de fois pour que ça marche. Et c'est une bonne perspective. Alors, Pasteur, pourquoi c'est un hacker? C'est un hacker parce qu'il n'a pas de subvention. Il n'a pas de financement public massif. Personne ne croit à son histoire de vaccin. Et en plus, aucune data scientifique ne démontre que son intuition est bonne. Rien. La seule chose qu'il va faire, c'est recommencer, 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 jusqu'à trouver la bonne solution. Il n'a pas mis au point son vaccin de façon théorique en pensant dans son labo. Il n'a pas fait de philosophie in armchair, comme disent les Américains. Il ne s'est pas mis dans un fauteuil, fermé les yeux et réfléchi très fort. Il a fait quelque chose, c'est qu'il est l'un des premiers dans l'histoire à avoir fait de la biologie expérimentale et à avoir testé les choses par toute petite itération. Et de ce point de vue-là, c'est un hacker extraordinaire. Edison. Alors vous connaissez tous l'histoire, non peut-être que vous ne la connaissez pas en fait, mais vous savez le cerf-volant et pour faire le paratonnerre. Bon, alors, en fait Edison s'est dit que l'énergie en fait pouvait être attirée par un élément conducteur, et donc il a fait un cerf-volant pour attirer la foudre, et c'est comme ça qu'il a découvert que l'énergie était, qu'il y avait des éléments qui étaient conducteurs et d'autres non, et c'est ce qui va mener à la découverte de l'électricité. Et bah Edison, il est au fin fond d'une grange, sans aucun moyen et sans aucun... C'est pas quelqu'un qui a inventé l'électricité, parce que quelqu'un est venu le voir en lui disant voilà, je vais te donner 10 millions sur la table et tu vas mettre au point l'électricité. Il a mis l'électricité au point dans son garage. Bon, c'était pas un garage, c'était une grange. Mais vous voyez, l'idée est la même en fait. Et aujourd'hui, Edison a fondé General Electric, qui est l'une des plus grandes sociétés américaines. Alors, Edison, c'est toujours un cas un peu... Si vous tapez Edison dans Google, vous verrez, il y a des grandes controverses contre Tesla. Est-ce que c'est pas Tesla qui a tout inventé et Edison, en fait, l'a niqué en chemin et a tout pris et a volé toutes les idées. Et en fait, c'était pas un hacker, mais c'était un salaud de costard. Peut-être, mais, mais dans ce cas-là, mon histoire s'applique à Tesla et en fait, c'est Tesla le hacker et tant pis pour Edison. Malheureusement, j'y étais pas et j'ai pas fait de recherche historique précise, donc je sais pas trop où ce débat se place, mais le sujet fondamental, c'est que c'est des gens qui, à un moment de l'histoire, ont fait quelque chose de complètement dingue. C'est qu'ils ont montré qu'il était possible de mettre au point des choses très compliquées sans aucun moyen. Et en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que vous avez besoin d'être convaincu en termes de mindset que vous allez pouvoir mettre au point des choses incroyables alors que vous n'avez pas de moyens. Et ça, c'est l'élément fondamental de la culture hacker. 80% d'entre vous dans cette pièce, vous êtes persuadés qu'il existe une équation linéaire entre les moyens et le résultat que vous allez produire. J'ai besoin d'argent pour réaliser des choses. Mais vous ne voyez pas qu'en fait, cette équation, elle est extrêmement fausse. L'histoire du cerf-volant. C'est Edison et ce n'est pas Benjamin Franklin. Benjamin Franklin a fait exactement la même expérience et c'est ce qu'on appelle des découvertes simultanées. Pas simultanées dans le temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
Successives, voilà. Ils ne se connaissaient pas et ils ont fait exactement la même expérience, sauf que Benjamin Franklin, après, il a été faire de la politique, et Edison, il a été faire du business. Donc, vous voyez, le même élément fondateur dans une vie peut mener à deux trajectoires très différentes. Revenons à notre sujet. Le point, c'est que vous n'avez pas besoin de moyens initiaux pour pouvoir réaliser vos rêves. Si vous avez le bon mindset, vous pouvez toujours trouver une solution, une astuce pour pouvoir réaliser ce que vous avez besoin pour passer à l'étape d'après. Et tout ça, en fait, n'a strictement rien à voir avec la programmation ou la technologie. Pourquoi la plupart des hackers ont émergé dans une culture de la programmation? Parce que la programmation, c'est la meilleure école pour faire ça et pour apprendre cet état d'esprit. Qu'est-ce que vous apprenez fondamentalement en apprenant à programmer? Vous apprenez que pour un problème donné, il n'existe pas une solution et une seule, mais il en existe une infinité. Si par exemple, vous posez la question de comment faire un logiciel pour que les gens me donnent leur info personnelle, leur carte de crédit, combien de façons différentes il y a de faire ce formulaire et de stocker ces cartes de crédit? Il y en a une infinité. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez utiliser l'API d'une banque, vous pouvez trouver des astuces, vous pouvez les stocker dans un fichier, vous pouvez les stocker dans une base de données, vous pouvez les stocker sur votre ordinateur, vous pouvez les écrire à la main. Vous pouvez les gens vous appellent et vous avez un cahier où vous notez ces informations-là. Puis vous avez un cahier bien rangé par ordre alphabétique avec des petites étiquettes. Tout ça, en fait, c'est la même chose. C'est juste que la programmation a formé beaucoup de gens à raisonner de cette façon-là et a fait qu'ensuite, ces gens-là ont eu ce type de raisonnement-là dans tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, sans exception. Et en fait, je ne sais pas qui a vu How I Met Your Mother, mais j'appelle ça, je pense que l'un des plus grands hackers de l'histoire est Barney. C'est évident, puisqu'il a ce point fondamental, le challenge accepted. Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu cette série débile, il y a un personnage relativement matamore dans How I Met Your Mother. Et à chaque fois que quelqu'un lui donne un défi, il prend une posture très particulière et dit challenge accepted. Et en fait, c'est exactement ça le mindset hacker. C'est de se dire, ok, il y a quelque chose qui semble complètement improbable, et ben je vais me mettre en tête d'être persuadé de pouvoir le réaliser. Et alors, pourquoi les hackers sont tellement nombreux dans la sécurité informatique, encore plus que dans l'informatique? C'est parce que si vous voulez un domaine où les challenges sont le plus élevés et où les compétences techniques comptent le moins, c'est la sécurité informatique. Alors pourquoi je dis les compétences techniques comptent le moins? Parce qu'à compétences techniques égales, il y a une inégalité énorme entre deux hackers et un problème de sécurité. Parce que c'est jamais une compétence technique qui fera que quelqu'un arrivera à casser un code informatique par rapport à un autre. Ce qui fait que quelqu'un arrive à casser un code informatique, c'est soit parce qu'il a un peu de chance, il était au bon endroit au bon moment. C'est un peu comme la dernière faille de sécurité, la Heartbleed, où le type n'était pas du tout en train de chercher ça. Il était en train de faire des tests et bam, il a découvert la faille de sécurité la plus importante depuis 15 ans. Ou sinon, c'est parce qu'il a la bonne astuce au bon moment. Et ça, c'est une question d'imagination, ce n'est pas une question de compétence. C'est-à-dire qu'il y a des hackers informatiques qui sont très, très, très incompétents fondamentalement en informatique. C'est pour ça qu'encore une fois, ce n'est pas une question d'ingénierie. Et c'est pour ça que les hackers sont tellement nombreux dans la question de sécurité informatique, parce que la sécurité informatique, c'est la façon la plus simple d'avoir des challenges qui sont imposés par l'extérieur. Si vous vous dites, je vais hacker l'ordinateur d'Hugo, bon, bah, vous voyez, vous avez un challenge, il est tout bête. Si vous vous dites, je vais hacker la NSA, vous voyez bien que vous venez de monter le challenge de plusieurs niveaux, mais c'est toujours la même nature de challenge et c'est facile, puisqu'elle est à votre disposition. Et en plus, il y a de l'adrénaline, parce que si vous vous faites prendre, vous risquez de la prison. Et il est là le mindset hacker. Pourquoi les hackers ont tellement peu de respect pour les règles? C'est parce que fondamentalement, dans leur culture, ils se sont toujours sentis au-dessus de ces règles-là. Si vous pensez que l'information doit être libre, si vous pensez que c'est bien de copier des choses, que tout ça, en fait, devrait être un grand partage anarchique d'informations, bah, quelqu'un qui va protéger des données et en les mettant derrière, par exemple, les vidéos ou la musique, derrière des protections, et bah, tout simplement, en fait, il va être dans la situation où il aura un challenge évident
et la règle n'est pas importante. Et donc ce rapport règle-challenge est extrêmement important dans le mindset hacker. Alors la deuxième chose, vous connaissez cette histoire de think out of the box? Vous savez que tous les consultants en innovation prennent, ils disent voilà, il y a une boîte et puis il faut penser en dehors de la boîte. Alors moi je préfère la version hacker de think out of the box, qui est blew away the box. C'est cramer là la boîte, vous verrez, ça marche. Autre élément de la culture hacker. La culture hacker est forcément, et elle n'est pas dans la, comment dire, elle n'est pas dans la galvanisation et la glorification du système. Quand vous dites think out of the box, finalement vous respectez le système. Puisque vous dites la boîte, elle est très bien, elle a sa place dans l'univers. Il suffit simplement de sortir de la boîte pour avoir une perspective nouvelle sur la boîte. Mais la boîte reste l'élément central de votre raisonnement. Si vous dites I'm thinking out of the box, en fait, vous dites I'm thinking respectfully out of the box. Si vous vous dites blow away the box, vous êtes dans la boîte, franchement, la boîte énerve, on la crame, on sort de la boîte, il n'y a plus de boîte. Et maintenant, on est dans un champ libre de pensée. Vous voyez que tout simplement, vous venez de faire en fait un shift culturel et un shift de pensée qui a un impact extrêmement fort. Prenons des exemples. Parce que maintenant, vous allez voir à quel point tout ça, c'est concret. Les 10 premières plateformes de musique en ligne en France. Il y a qui dedans? Bah, il y a des enfants de producteurs qui se disent « Papa va m'ouvrir des portes ». Il y a des mecs qui ont des cousins producteurs qui se disent « Mon cousin va m'ouvrir des portes ». Il y a des mecs qui viennent de l'industrie musicale, qui ont travaillé 20 ans comme sous-fifre à des niveaux plus ou moins différents de l'industrie musicale. Et donc, ils se disent mes anciens collègues me donneront des contacts. Et puis, il y a des gens qui aiment écouter de la musique et qui n'ont pas d'argent pour écouter cette musique. La dernière catégorie. Et puis, tous sont sur la même ligne de départ et ils démarrent. Alors, les premiers qui ont papa qui est producteur, en fait, ils ont oublié quelque chose de fondamental. C'est que finalement, leur relation avec papa n'était pas si saine que ça. Et papa ne comprend pas trop pourquoi le fiston veut bousiller le business. Donc lui ne démarre même pas. Et papa lui dit, t'inquiète pas fiston, un jour tu reprendras le business, reste calme. Laisse les grands faire. Il y a ceux qui ont un cousin producteur. Alors eux, ils ont fait une alpha. Et alors ils ont fait une alpha comment? Bah, ils ont été voir les gens et leur ont posé la question, voilà, est-ce que si on offre la musique gratuite et que vous ne pouvez plus vous gaver sur le dos des gens avec des prix complètement délirants, ça vous intéresserait? Alors les types les regardent et disent non, ça ne nous intéresse pas. Et alors ils se disent, bon, c'est parce qu'on ne l'a pas bien vendu l'histoire. Alors ils ont fait des slides de plus en plus beaux, de plus en plus incroyables, et puis ils sont passés comme ça de chaîne de production en chaîne de production. Alors eux, ils ont été jetés à la poubelle, personne n'en a entendu parler. La troisième catégorie, les anciens de l'industrie musicale, alors eux, ils sont intéressants. Eux, ils sont intéressants parce qu'ils jouent au billard à plusieurs bandes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir des gens en leur expliquant qu'ils venaient de l'industrie musicale, donc social proof énorme, qu'il fallait leur donner de l'argent pour mettre au point une plateforme en faisant travailler 4 ingénieurs dans une cave, payer un demi-SMIC, parce que le projet était incroyable et qu'ils allaient leur filer 2% du truc. Et tout ça mènerait au point une plateforme avec plein de features, plein de boutons et de préférence des trucs qui clignotent. Et que quand ils auraient tout ça, ils pourraient aller voir leurs copains de l'industrie musicale, et leurs copains de l'industrie musicale seraient tellement impressionnés qu'ils leur donneraient tous les droits pour pouvoir vendre la musique en ligne. Vous voyez, le billard a plusieurs bandes, quoi. Il y a un raisonnement de on va demander à un acteur de retourner un acteur pour obtenir d'un acteur. Et alors ces gens-là, ils ont levé beaucoup d'argent. Parce que comme l'étape numéro 1, c'est de convaincre quelqu'un des 3 bandes et que ça a l'air super smart et qu'en fait, la plupart des gens qui avaient de l'argent à l'époque ne comprenaient pas trop comment se faisait une startup, et ben, ils leur ont donné beaucoup d'argent. Puis à côté de ça, et ben, il y a les pirates. Alors les pirates, ils font quoi? Ben, ils font un site pour leurs copains pour partager de la musique. Et puis en fait, ils disent à leurs copains, surtout, tu l'envoies à personne. Je dis, ouais, t'inquiète. Puis le lendemain, ils l'ont partagé à 10 potes. Et en leur disant surtout, bon, attends, je l'ai partagé avec toi, mais surtout, tu le dis à personne. Et puis en fait, le site finit avec 100 000 personnes. Et puis tout le monde adore parce que c'est vachement bien foutu. Et là, les mecs reçoivent une lettre. Et en fait, Hacker Mindset, ils ignorent la lettre. Et puis là, ils montent à 1 million d'utilisateurs.
Et à ce moment-là, en fait, quand ils sont sur cette courbe incroyable de croissance, il y a les types d'en face qui rigolent, qui ont plein d'argent et qui disent ha ha ha. Moi, quand je vais sortir mes connexions, vous allez voir ce que vous allez voir. Ces types-là sont des amateurs, je vais les sortir du marché, je vais les trucs. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'allez jamais contre vos utilisateurs. Et puis un jour, en fait, les types se disent de l'autre côté, mais en fait, c'est ça qu'on appelle un business. En fait, on a des clients, on a du recurring. Il paraît qu'il y a même des gens qui pensent que ça vaut de l'argent. Bon, bah, on va aller chercher de l'argent. Et quand vous allez chercher de l'argent et que vous avez déjà des millions d'utilisateurs, en fait, ça se passe beaucoup mieux pour vous. Parce que d'un seul coup, en fait, c'est des gens très compétents qui vous donnent de l'argent, plus des types qui ont des copains, qui connaissent des copains. Et en fait, l'industrie s'est complètement retournée. Et si vous regardez aujourd'hui les 3 plus grosses plateformes de musique en ligne qui ont marché, les 3 ont commencé en piratant. Les 3. Il n'y en a pas une seule qui a commencé en jouant avec les règles, c'est-à-dire en allant voir les gens et en passant des accords, et qui a réussi. Pas une. Et alors, ça c'est dans la musique, mais appliquez ça à tous les domaines du monde. Demander la permission pour pouvoir faire des choses, c'est la meilleure façon pour ne jamais rien faire. Parce que c'est quoi le corollaire de ça? Le corollaire de ça, c'est Napster. Parce que là, vous pouvez me dire, oui, mais attends, Napster, t'es mignon, mais ils ont fait le hacker mindset et ils ont fini en faillite et avec des lawsuits qui les ont ruinés pour 10 ans. Effectivement, je n'ai pas dit que le hacker mindset menait forcément à la réussite. J'ai dit quelque chose de plus subtil. C'est que le seul espoir de réussir, c'était de passer par là. Parce que à l'inverse, tous ceux qui ont joué dans les règles, ils ont tous échoué. Mais tous ceux qui n'ont pas joué dans les règles n'ont pas tous échoué. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de timing, il n'y a pas un problème de machin. D'ailleurs, Spotify aurait jamais été possible si Napster n'était pas passé par là. Parce que Napster les a tellement traumatisés, ils ont dépensé tellement d'argent pour le tuer, que quand il y en a 10 autres qui sont venus, les mecs ont dit ouais ok, on jette l'éponge. Allez, par ici l'accord de droit. Et en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que fondamentalement, toute création d'entreprise est un conflit. Vous avez forcément un moment ou un autre un conflit avec quelqu'un. Si vous ne gênez personne, c'est que ce que vous faites n'a aucun sens. Si vous avez personne qui se dit « Ouh là là là, c'est une menace ce que je suis en train de faire », c'est que fondamentalement, vous avez un problème. C'est-à-dire que ce que vous faites n'est pas assez ambitieux ou pas assez important. Et donc, en quoi l'esprit hacker peut être d'une grande utilité de ce point de vue-là? C'est que tout simplement, blow away the box, break things, ship it fast, tout ça, en fait, ça vous met dans une situation où vous avez le bon rythme pour pouvoir avancer avec la bonne vitesse pour ne pas être empêché par qui que ce soit. Pourquoi les hackers sont tellement dominants dans le business? C'est pas parce qu'ils savent programmer. Si tous les gens qui savaient programmer étaient hackers, alors on serait dirigé par les ingénieurs. Mais si les hackers sont tellement dominants dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont la bonne attitude mentale pour gagner la bataille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des gens qui essaient de gagner la guerre. Ils gagnent des batailles. Et alors, petit cours de Sun Tzu. Dans le Hacker Manifesto, Sun Tzu est cité en long, en large et en travers. Je ne sais pas pourquoi, le mec... Mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est le grand guerrier ne cherche jamais à gagner la guerre, il se contente de gagner toutes les batailles. Et alors, c'est hyper profond, parce que ça résume fondamentalement l'erreur que font tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs qui démarrent la première fois, ils essaient de gagner la guerre. Et d'ailleurs, pour gagner cette guerre-là, ils sont même prêts à perdre des batailles. Et ça, c'est terrible. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut mener toutes les batailles, les unes après les autres, et être persuadé de ne jamais en perdre une. Et parce que si vous n'en perdez jamais une, vous passerez toujours à la bataille d'après avec encore plus de force. C'est un peu comme si là on jouait à un jeu qui était de se dire on va diviser la salle en deux. D'ailleurs non, même pas, c'est encore plus drôle comme jeu. On va pas diviser la salle en deux.
Le but du jeu, c'est de fabriquer la plus grosse armée le plus rapidement possible pour écraser tous les autres. Alors vous avez deux façons de fabriquer l'armée. La façon numéro 1, c'est que vous pouvez aller convaincre les gens de rejoindre votre armée. S'il y a de la conviction, il y a de la perte de légitimité, les gens vont se dire mais pourquoi il fait ça, etc. Et pourquoi ce serait lui, pas moi le chef, et tous les problèmes qu'il y a dans la fondation d'une boîte. C'est-à-dire que comme vous ne délivrez pas et que vous n'avez pas de légitimité par l'action, les gens se disent « Oh là là, mais pourquoi je lui ferais confiance à lui ?» Alors il y a une deuxième méthode, c'est vous casser la figure de quelqu'un, et avant qu'il soit vraiment très mal, tu lui dis « Bon, j'arrête si tu rejoins mon armée. » Puis après, à 2, vous allez casser la figure d'un troisième, puis à 3, vous allez casser la figure d'un quatrième, et en fait, vous avez gagné une légitimité par l'action. Alors évidemment, je ne veux que personne casse la figure de personne, c'est métaphorique tout ça. Mais le sujet, c'est que vous êtes en situation d'avoir gagné des batailles et donc d'avoir gagné de la légitimité. Et c'est peut-être au 4e ou 5e personne que les gens ne discuteront même plus parce qu'ils se diront oh putain, ils sont tellement acharnés que je vais aller dans leur groupe. Je n'ai même pas besoin de me faire casser la figure avant d'aller dans leur groupe. Et c'est ça, en fait, la chose la plus dure à comprendre. C'est comment ne pas mener une guerre, mais pick the right battle. Comment vous faites pour savoir que le premier combat que vous allez mener est le bon combat? Parce que c'est ça, en fait. Quelle est l'erreur fondamentale que font la plupart des entrepreneurs? C'est pas de faire quelque chose, c'est de faire la mauvaise. Et comment savoir si quelque chose est important ou pas? Fondamentalement, la chose que vous devez retenir et la chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire va me faire changer de statut de légitimité ou pas? Et parce que quand je change de statut de légitimité, alors la perception que les gens ont de moi change. Et si la perception que les gens ont de moi change, alors je vais changer de dimension. Et ça, c'est la chose la plus difficile à comprendre. Il y a eu les 5 ans d'Urban Linker ici. Et j'ai demandé à... Donc Urban Linker, c'est une agence de recrutement qui a été fondée par un garçon qui s'appelle Jonathan Azoulay. J'ai demandé à Jonathan, alors c'est quoi la meilleure décision que tu aies prise de ta vie? Et il m'a dit, c'est de louer un bureau dont je n'avais pas les moyens. Parce que tout début d'Urban Linker, il y avait ce bureau qui s'était libéré et c'était pas du tout à notre échelle. On était 3 employés et ça faisait 300 mètres carrés. Mais je l'ai pris quand même parce que je me suis dit, oh, bah, je trouverais bien des gens à qui le sous-louer. Et comme ça, si je grossis, bah, j'aurai de la place. Et en fait, j'ai jamais vraiment eu besoin de la place. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a complètement changé la perspective que les gens avaient de moi. Parce que les gens qui rentraient dans ce bureau se disaient, ah, c'est incroyable, il a un grand bureau, c'est qu'il doit déjà être super successful. Ah ben, je veux travailler avec lui. Et il me dit, c'est super triste de se dire que la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, c'est une mauvaise décision financière. Mais en fait, cette mauvaise décision financière a été la meilleure décision entrepreneuriale. Elle est où la distance entre une décision entrepreneuriale et une distance de gestion? C'est qu'une décision de gestion essaye d'optimiser votre survie sur le long terme. Quand vous prenez une bonne décision de gestion, de ne pas dépenser quelque chose, d'économiser quelque chose, etc., vous prenez en fait la décision d'augmenter votre vie sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'une société, c'est juste le montant de ses gains et de ses dépenses mensuelles. Si vous dépensez moins, bah, vous avez moins besoin de gagner. Et si vous avez moins besoin de gagner, bah, vous avez plus de probabilité de pouvoir le gagner et donc votre vie augmente. Mais il y a un problème dans ce raisonnement, c'est que la seule façon de gagner, c'est de prendre les bonnes décisions de dépenses et de monter à la bonne échelle au bon rythme. Et c'est en ça, en fait, que mener des batailles, c'est un problème très compliqué. Et s'être entraîné dans un sujet comme le hacking avant peut énormément aider. Mais parce que même si vous ne faites pas quelque chose d'informatique, même si vous n'en avez rien à faire de la technologie, le seul sujet, en fait, c'est d'apprendre la bonne façon de penser face aux problèmes. Vous verrez, si vous apprenez à programmer, vous verrez qu'en fait, soit vous apprenez à programmer de la pire façon qui soit, c'est-à-dire que vous apprenez les principes théoriques et vous les descendez, vous faites ce qu'on appelle computer science, et en fait, vous apprenez une science. Soit en fait, vous comprenez rien à ce que vous faites, mais ça marche. Et quand on ne comprend rien à ce qu'on fait et que ça marche, alors là, on est un hacker. Et là, en fait, on commence à comprendre en fait
et à être confortable sur quelque chose qui vous aide à passer à l'étape d'après et qui vous fait admettre que finalement, il n'y a pas besoin de comprendre tous les détails pour continuer à construire. D'ailleurs, au passage, vous êtes jamais demandé, par exemple, vous utilisez tous Dropbox, vous êtes jamais demandé pourquoi dans Dropbox, on ne pouvait pas sous-partager un dossier qui avait déjà été partagé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème, mais nous, on l'a tout le temps. C'est que vous ne pouvez pas, si vous partagez un sous-dossier, le dossier au-dessus n'est pas partageable. Et alors, c'est un truc qui me gonfle et je ne comprends pas qu'une boîte qui a autant d'argent n'ait pas en fait résolu ce problème qui semble quand même assez idiot. Et en fait, un ingénieur de Dropbox cette semaine m'a expliqué que en fait, il ne savait pas pourquoi. J'ai dit quoi? Il dit ben non, on n'en sait rien du tout. Ouais, ça nous gêne aussi, mais en fait, impossible de retrouver pourquoi en fait ça fait. Et comme à chaque fois qu'on essaie de le faire, ça crée des bugs qui sont trop critiques, pour l'instant, les gens trouvent un hack eux-mêmes, ils créent des dossiers ailleurs et puis ils départagent et repartagent. Et on le voit bien nos utilisateurs passer des heures à faire ça, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me suis rendu compte qu'en fait, Dropbox, par exemple, c'est l'archétype type de la boîte fabriquée par des hackers. Tous les ingénieurs, j'ai des amis qui ont fait leaks et qui sont partis à Dropbox, ils ont eu des sueurs froides. Ils se sont dit, mais il n'y a pas de process, il n'y a aucune méthode, il n'y a pas de doc. Quand tu as une question, on te dit, ouais, demande à Drew Houston, le type est censé être PDG de la boîte, mais il dit, ouais, la ligne de code, elle est par là. Et en fait, c'est hyper angoissant d'un point de vue structure, parce que c'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Mais pourquoi ce bordel est caractéristique de toutes ces boîtes-là? Parce que tout simplement, si ça n'avait pas été le bordel et s'ils avaient optimisé les mauvaises choses, ils auraient passé plus de temps à faire de la documentation plutôt que parler à leurs utilisateurs. Ils auraient passé plus de temps à réfléchir proprement les features plutôt que réfléchir à la façon la plus rapide de le faire pour la tester et la déployer. Et que quand ça marche, ça marche. Et ça, c'est un autre point, c'est never fix something that works. C'est tant que ça marche, bon, bah, on continue. Et on avance, en fait. On avance. On n'a pas de problème avec ça. Alors, 3 autres éléments qui montrent à quel point les hackers sont tellement dominants dans l'entrepreneuriat. Il y a 3 autres blocs fondamentaux dans la culture hacker. Le premier, c'est bring your friends. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en 98, sur Internet, il y avait très peu de gens. Très peu de gens. Et Internet était un sujet très facile. Par exemple, l'un des premiers sites Internet que j'ai fait est sur Diablo 2. C'était un jeu vidéo. Et c'était tous les trucs et astuces et comment... alors, j'avais un truc que j'adorais faire quand j'étais gosse. C'était ouvrir les jeux en hexadécimal. Alors là, je vais vous parler chinois, mais en fait, un fichier binaire en fait, a une représentation hexadécimale, en base 16 exactement. C'est pour ça que ça s'appelle hexadécimal. Et c'est plus facile à lire que du binaire, tout simplement en fait. C'est la façon la plus simple de se le représenter. Et en fait, quand vous regardez un fichier en hexadécimal, si vous êtes suffisamment patient, vous pouvez voir qu'à un moment, il y a des problèmes de combinaison. Et simplement en changeant des lettres au hasard et en testant ce que ça fait, bah, des fois, vous aviez des bonus qui se libéraient, genre vie infinie. Alors vous trouviez, c'est un peu comme de la génétique, vous finissiez par trouver la séquence qui code par exemple la vie, et puis vous disiez ouais mon personnage, bah, tiens je vais essayer cette séquence, et boum, alors soit il était tout le temps mort et le jeu ne démarrait plus, ça marche, ça arrive aussi, soit en fait vous aviez de la vie infinie. Et donc ce site internet collectait l'ensemble des hacks hexadécimales que j'avais trouvés et je les partageais avec des gens. Faites ça aujourd'hui, vous avez 13-14 ans, vous faites ça aujourd'hui, bah, vous êtes seul. D'ici que quelqu'un sur Internet le trouve, en fait, c'est assez dur. Et c'est ce qui est drôle, c'est que ça n'a jamais été aussi facile de disperser de l'information de très haute qualité sur l'Internet. J'arrête pas de vous le dire. La distribution est devenue une commodité. Gangnam Style, c'est 1,6 milliard de vues très rapidement. Mais à l'inverse, diffuser de l'information sans aucune utilité, ça, c'est devenu très dur. Et alors, pourquoi c'est très différent à l'époque? Parce qu'à l'époque, mon site, il était, quand vous tapiez Diablo dans Yahoo, il y avait 3 sites qui sortaient. Il y avait le mien et 2 autres
qui d'ailleurs ont été faits par des gens que je connais maintenant. Parce que comme je les ai vus sur Yahoo, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai écrit un email et on a parlé sur ICQ et on parlait tout le temps sur ICQ. Puis on a même essayé de faire un site ensemble après. Et ça c'était l'Internet des débuts. L'Internet des débuts, c'est 300 000 ou 400 000 personnes dans le monde, 20 millions en 98. C'est rien du tout, c'est une toute petite communauté. Et c'est une toute petite communauté qui, de toute façon, fréquente très 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 peu de sites et très 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 peu d'outils. Donc tout le monde est proche de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez tout le monde sur Internet, donc c'est la même chose que dans la société. Passer des gens que vous connaissez aux gens que vous ne connaissez pas, ça a à peu près la même difficulté, même si c'est en ligne et que c'est facilité. Et en fait, le Bring Your Friends vient de là. Il vient que c'était très très facile au début de l'Internet d'amener les gens à faire des choses ensemble. Et ça a créé en fait des communautés qui jusqu'à présent sont toujours présentes. Je me rendais compte la dernière fois que la maison du Bitcoin à Paris, elle avait été créée par des gens que je voyais sur ICQ il y a 15 ans et j'avais même pas fait le lien en fait. Et c'est aussi ça en fait. Alors oui, pardon, ICQ c'était MSN avant MSN, c'est pour ceux qui n'ont pas connu. C'était un petit logiciel de chat qui était incroyable. Et il avait des petits bruits qui étaient très très symptomatiques. Dès qu'il y avait un petit bruit, vous couriez à l'ordinateur. C'était vraiment la belle époque. Bring your friends, ça veut dire que très facilement, tu trouves des gens pour faire des choses avec toi. Et ces gens-là amènent leurs amis et très très vite, les communautés se créent de façon organique. C'est-à-dire en fait, par exemple, dans The Family, j'ai deux types d'entrepreneurs. Je vais le formuler autrement. Dans The Family, j'ai deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je cherche à trouver un associé, j'ai beaucoup de mal. C'est dur, je ne sais pas comment rencontrer des gens, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire confiance, machin. Puis à côté de ça, vous avez les entrepreneurs qui viennent et vous expliquent, oui, alors je cherchais un CTO sur tel sujet, j'ai été sur tous les forums de CTO sur le sujet, j'ai posté un message, j'en ai trouvé un à Nantes, j'ai pris le train, j'ai été lui parler, on a bien accroché, on a passé 6 heures dans un café, le soir je lui ai proposé 40% de ma boîte. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que les autres il y avait moins de gens disponibles et il y avait moins de trucs? Non, c'est juste que l'autre se dit, quelqu'un qui est sur un forum, je ne le connais pas. Quelle est la caractéristique numéro 1 de ces gens-là? C'est qu'ils ont un hacker mindset et qu'ils cherchent ce que le type dit sur un forum et qui partent de l'hypothèse que ce que le type dit sur un forum représente qui il est et donc je n'ai pas besoin de plus le connaître pour lui faire confiance. Mais ça suppose déjà d'avoir la culture forum, d'avoir la culture du virtuel, de faire confiance aux traces que les gens laissent en ligne et de ne pas faire de distance entre le monde réel et le monde virtuel. Et donc c'est pour ça qu'en fait, au bout de 6 heures, il lui propose de s'associer. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il a eu besoin de 6 heures pour décider qu'il avait envie de s'associer avec lui. C'est que ça a pris 6 heures pour convaincre l'autre de s'associer avec lui. Et en fait, il est là le sujet. Le sujet, c'est que ce hacker mindset a créé une communauté de gens qui se rencontrent jamais, qui sont derrière l'ordinateur, mais qui ont pourtant l'impression de se connaître en fait. Deuxième chose, give it away. Give it away, c'est l'idée que rien ne vous appartient et donc vous devez passer votre temps à le donner. Alors évidemment, ça s'est incarné dans l'open source, mais c'est encore plus profond que l'open source. C'est l'idée qu'en fait, copier n'est pas mal. Prenons, tiens, on va jouer à ce petit jeu. Entrepreneur dans The Family qui a le hacker mindset, entrepreneur qui ne l'a pas. Entrepreneur qui ne l'a pas. Ouais, alors on développe une app et cette app, elle doit faire la fonction A. Et cette fonction A, ça fait des mois qu'on réfléchit dessus. Et là, on a fait quelques maquettes et voilà les résultats qu'on a. Ça, c'est le non-hacker mindset. Maintenant, le hacker mindset. Alors, on a besoin de faire A, et on s'est dit, tiens, c'est marrant, qui fait le mieux A au monde? Les gens qui font le mieux A au monde, dans un autre contexte, c'est les gens qui ont développé Alpha et Beta. On a été voir comment ils l'ont fait, on l'a copié, on a pris la synthèse des deux, on l'a implémenté dans notre app. On a fait ça en 2 jours, et au bout de 2 jours, les utilisateurs nous ont dit, oui, mais le contexte, il est différent, parce qu'en fait, votre A dans Alpha, ça marchait, mais là, dans Theta, ça ne marche plus. Et donc, il faudrait plutôt le changer comme ça. Et donc, en 1 semaine, c'était au point. Et là, on a 10 000 utilisateurs et on passe à la fonction B. Pendant ce temps-là, l'équipe haute.
Ouais, alors on comprend pas. Il n'y a personne sur notre truc là. Alors on s'est dit en fait, c'est parce qu'on n'a pas de marketing. Et donc on devrait peut-être faire un peu de com. On devrait peut-être faire un truc comme ça. Tu connais une bonne agence de PR? Pendant ce temps-là, de l'autre côté. Ouais, alors là, on a été contacté par des journalistes, ils veulent écrire un article sur notre truc, mais bon, on n'est pas trop à l'aise parce que tu crois qu'on devrait les laisser écrire un article? Voilà. Et ça, c'est ma vie au quotidien. J'ai un mur comme ça, et je vois les deux types d'attitudes, et c'est constant. Qu'est-ce qui se passe dans le premier monde? Bah, dans le premier monde, c'est des gens qui pensent. Alors, il y a la bonne version et la mauvaise version. La bonne version, c'est qu'ils sont tellement respectueux du travail des autres qu'ils n'ont pas envie de le piquer. Ça c'est la version noble. Il y a une version un peu moins noble, c'est qu'ils sont tellement bouffis d'ego qu'ils sont persuadés qu'ils pourront résoudre un problème en quelques mois qui a pris des années à résoudre pour les autres. Et en fait, il est là le point, le sujet, tout ça, c'est que c'est que vous avez besoin de comprendre que plein de gens ont déjà fait plein de choses et partir de ce socle de connaissances-là, c'est plus facile d'innover que de repartir de zéro. Parce qu'en repartant de zéro, vous allez refaire tout le chemin. Et alors ces gens-là ont une caractéristique fondamentale, c'est qu'ils sont super contents de laisser les autres copier ce qu'ils font. Et c'est comme ça que l'open source s'est développé. Prenez Twitter. Twitter invente un framework CSS incroyable qui s'appelle Bootstrap. Quel est le premier réflexe de Twitter? C'est pas de le garder en se disant ah, c'est génial, on aura un meilleur CSS que les autres. C'est de dire ouais, c'est pas important pour notre business, on le donne. Et en fait, toutes ces histoires d'open source, etc., ont une brique fondamentale philosophique bien plus profonde que l'open source. C'est pas juste oui, on aime bien donner, on aime bien partager. Alors il y a beaucoup de gens. En fait, c'est le problème de tous les mouvements, c'est que maintenant dans l'open source, c'est rempli de gens qui savent pas d'où l'open source vient et qui pensent que l'open source veut dire gratuit et veut dire je donne parce que c'est bien de donner. Mais non, je donne parce que c'est la façon la plus rationnelle de recevoir. Et alors ça, c'est le troisième point qui est, je pense, le point le plus fondamental. Et là, l'un de nos combats les plus gros, c'est le pay it forward. Le pay it forward, c'est quoi? C'est un élément culturel hippie qui vient d'une sorte de représentation de l'univers très simple. C'est que dans l'univers, si on donne sans réfléchir, alors on reçoit sans compter. Méditez tous là-dessus. Si on donne sans réfléchir, on reçoit sans compter. Alors qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète? Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un vous demande de l'aide, eh ben vous lui donnez l'aide, que ça vous rapporte quelque chose ou que ça ne vous le rapporte pas. Et vous n'essayez jamais de réfléchir à quoi ça vous rapporte. Alors je vais vous refaire ma petite histoire. Hacker Mindset vs non-hacker mindset. Bonjour, je suis SoShape. Je rencontre une personnalité incroyable qui a un réseau fabuleux. Et cette personne me propose de m'introduire à des gens. Et en échange de ces introductions-là, une fois qu'elle a fait les intros, elle vient me demander une commission sur l'argent qui est passé entre ces gens-là et SoShape. Ça c'est du pas pay it forward. Pourquoi? Parce que légitimement, philosophiquement, cette personne pense sincèrement que c'est légitime que, étant donné qu'elle leur a rendu service et qu'ils en ont profité, elle a raison de tirer profit d'une partie de ce bénéfice. Et d'ailleurs, économiquement, ça se tient. Hein, c'est pas illégitime, c'est pas grave. C'est juste économiquement profondément idiot. Et économiquement. Et d'ailleurs, je vais vous retourner l'argument d'une façon économique. C'était quoi le hacker mindset? Le hacker mindset, c'est qu'elle aurait fait l'intro et elle l'aurait fait sans réfléchir. Et résultat, elle aurait créé une dette virtuelle psychologique auprès des types de SoShape qui se seraient dit, putain, cette nana, elle nous a quand même aidé à un moment difficile. Et à un moment ou un autre, ils auraient renvoyé l'ascenseur. Forcément, mécaniquement. Et faites ça à l'échelle. Donc mettez ça puissance 10, puissance 99, puissance 1000. Et vous verrez l'impact que ça a. Là, ce qui s'est passé, c'est que SoShape, ils ont payé la com, ils n'ont pas cherché. Mais plus jamais ils l'appelleront. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont payé le service.
Donc le graphe, en fait, il est cassé. Et donc pour un gain de court terme, elle vient en fait de supprimer un gain de très 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 long terme extraordinaire. Pay it forward, c'est l'idée qu'économiquement, le long terme vaut toujours plus que le court terme. Parce qu'à long terme, les choses s'accumulent. Et que donc, vous avez un intérêt fondamental à toujours aider les gens autour de vous sans réfléchir. Par exemple, un des pay it forward qu'on fait, c'est qu'on ne reçoit pas que les entrepreneurs de The Family. Et Dieu sait que ça me coûte. Et Dieu sait que ça me coûte en temps, en air, en morale, en tout ça. Mais le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est que peut-être qu'un jour, ils deviendront des entrepreneurs de The Family, peut-être qu'un jour, ils feront autre chose. Et puis d'ailleurs, même si ce n'est pas le cas, on n'en attend rien, parce que la seule chose qu'on essaie de créer, c'est un mouvement positif en faveur de l'entrepreneuriat. Donc forcément, il faut payer ce coût. Et en fait, payer ce coût participe à notre gain. C'est profondément et intrinsèquement corrélé. Et donc, le pay it forward, c'est cette culture qui veut que si vous allez dans la vallée et que vous rencontrez n'importe qui, vous verrez que n'importe qui vous aidera. Et ça, c'est incroyable de voir ça à l'échelle d'une ville. Toute personne qui va dans la Silicon Valley revient complètement surpris de l'attitude générale des gens. Mais cette attitude générale des gens, elle provient de quelque chose, d'un mécanisme très rationnel en fait. C'est que comme toute l'économie repose sur le fait que tout est fluide, forcément s'il y a le moindre agent qui grippe dans la machine, il est rejeté immédiatement par la machine. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas paid forward dans la vallée? Bien sûr que oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas paid forward. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne sont pas paid forward? Ils ne réussissent pas. Parce qu'en n'étant pas paid forward, ils ne rentrent pas dans la machine, et n'en rentrant pas dans la machine, ils n'arrivent pas à créer de valeur. Et la machine est devenue tellement grosse qu'elle est culturellement homogène. À Paris, ce n'est pas vrai. À Paris, si vous êtes paid forward, vous pouvez vous sentir très longtemps très seul. Vous pouvez donner et donner et donner, et tu donnes et tu donnes et tu donnes, et puis il n'y a rien. Ça fait un peu début de sketch. Et en fait, c'est pas très grave. Parce que c'est comme toute machine. Vous savez, avant les voitures, pour les démarrer, il y avait une sorte de manivelle dans le moteur et il fallait produire un mouvement mécanique hyper fort pour démarrer la machine. Et ben, c'est exactement la même chose. La culture du pay it forward, vous avez forcément besoin dans un écosystème toxique de la démarrer très difficilement. Et vous avez de la chance, vous êtes un petit groupe, vous vous connaissez tous à peu près sur Facebook, et vous pouvez tous vous rendre des services. D'ailleurs, vous le faites assez naturellement, en fait. Je ne sais même pas pourquoi je fais ce cours, moi. Mais, mais peut-être que ça le renforcera et que vous le ferez encore plus. Alors, alors j'ai posé la question de façon très provocatrice sur mon Facebook ce matin. Je me suis demandé, en faisant ce cours, en fait, je me suis dit, mais c'est marrant ça. Pourquoi 90% des emails que je reçois ont une réponse sur Google et en première page? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que le mindset hacker n'est pas très disponible et n'est pas très présent dans cet écosystème. La règle numéro 1 d'un hacker, c'est qu'on ne pose une question que si on n'a pas trouvé la réponse soi-même. Et le fait d'apprendre par soi-même tous les jours et de tous les jours monter son savoir personnel, c'est quelque chose de fondamental. C'est quoi le monde d'hier comparé au monde d'aujourd'hui? Le monde d'hier, c'est que l'information était faiblement disponible. Vous n'aviez pas de moteur de recherche. Aujourd'hui, vous pouvez poser n'importe quelle question dans Google et avoir une réponse. Ce qui veut dire que là, dans cette pièce, même la personne la moins informée, la moins talentueuse, la moins tout ce que vous voulez, est infiniment plus en avance que la personne la plus talentueuse et la plus informée d'il y a 30 ans. C'est mécanique. Il y a 30 ans, il y a des types qui pouvaient se la péter parce qu'ils connaissaient des informations par cœur. C'était les singes savants. Ils savaient tout sur tout. Maintenant, n'importe qui a un iPhone dans sa poche n'a plus besoin de ça. Posez n'importe quelle question et vous avez à peu près une réponse. Et en plus, c'est que le début. Mais est-ce que la mentalité des gens vis-à-vis de ça a changé? Non. Parce que c'est quoi le problème de l'Internet? Le problème de l'Internet, c'est que pour trouver l'information, il faut savoir recouper l'information. Le problème de l'Internet, c'est que quand vous lisez quelque chose, ce n'est pas forcément vrai.
Et donc, vous devez apprendre à croiser les choses, vous devez apprendre à obtenir des infos de plusieurs sources différentes. Et obtenir des infos de plusieurs sources différentes, ça demande de l'effort. Et cet effort, en fait, la plupart des gens préfèrent ne pas le faire et se dire, bon, je vais demander à une autorité de confiance, comme ça, j'aurai la réponse. Et à nouveau, vous avez fait un raisonnement de court terme contre un raisonnement de long terme. Parce que même si à court terme, passer par votre autorité de référence, et je suis flatté que ce soit moi, même si à court terme, vous passez par une autorité de référence, ça vous apporte un gain qui est que vous avez gagné du temps, à long terme, votre perte, c'est de ne pas savoir développer cette capacité sur les sujets où les autorités de référence n'y connaissent rien. Et le sujet numéro 1, c'est l'innovation. Pourquoi les gens les plus innovants du monde sont les gens les plus informés? Si vous regardez n'importe quel inventeur, créateur, chercheur, entrepreneur qui a fait quelque chose d'important dans sa vie, qu'est-ce qu'ils partagent tous et quelle est leur caractéristique commune fondamentale? Au-delà des caractéristiques que vous pouvez imaginer, c'est qu'ils ont tous un niveau d'information pratiquement insensé par rapport au sujet qu'ils traitent. Vous imaginez, prenons un exemple tout bête, vous imaginez le nombre d'articles que je lis par semaine? Est-ce que je considère que c'est une perte de temps? Je pourrais quand même prendre mon téléphone et appeler des gens quand j'ai des questions. Je connais plein de gens qui sont stylés et je pourrais leur dire, ouais, là je me demande. Non, parce que le sujet, en fait, c'est que devenir intime avec l'information, accumuler l'information, apprendre à la chercher, apprendre à la croiser, apprendre à la challenger et apprendre à la communiquer, ces 4 piliers fondamentaux vont faire de vous un bon entrepreneur. Parce que fondamentalement, l'entrepreneuriat, en fait, c'est ces 4 tâches répétées, 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 répétées à l'infini, à un point où vous devenez un skill master. Et d'ailleurs, petite minute, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais regardez tous le film Jiro Dream of Sushi. Qui a vu Jiro Dream of Sushi? Ok, les autres, regardez-le. Ça t'a pas plu? Ah non, 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 non. Non, non, faut le regarder en entier une fois. Vous allez passer un mauvais moment, vous allez vous faire chier. Mais essayez de comprendre ce qui se passe dans la tête de ce type. Regardez, vous êtes un grand maître sushi. Et vous avez développé une technique fondamentale, incroyable, pour que les sushis que vous fabriquiez soient les meilleurs sushis du monde. Comment vous faites pour transmettre ça? Comment vous faites pour scaler? Vous vous rendez compte que la seule chose qui vous différencie de tous les autres maîtres sushis du monde, c'est simplement que vous avez fait beaucoup plus de sushis avec beaucoup plus d'intention que tout le monde cumulé et réuni. Et donc, vous faites rentrer tout le monde dans un process qui est de leur dire « Tu n'auras le droit de faire du riz chez moi. » Et le riz, je le considérais comme mangeable que si tu l'as fait pendant 10 à 15 ans de suite. Personne n'a envie de faire du riz pendant 10 à 15 ans sans avoir de gratification. Vous imaginez aller dans un restaurant où on vous explique que pour avoir le droit de mettre la nourriture que vous fabriquez dans la bouche d'un client, il faut en moyenne 8 ans. Et encore, on parle juste du riz, je ne vous parle même pas de couper le poisson. Vous imaginez l'effet immédiat que ça provoque chez 99% des gens qui veulent un travail chez Jiro. Mais chez les 1% qui restent, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans ce processus qui est un processus en fait d'accumulation de l'information. Ils développent des choses dans leur cerveau qui est que quand ils entendent l'eau bouillir, ils savent que l'eau bout à la bonne température ou pas. C'est très poétique, ne rigolez pas. Ils savent à la couleur du riz si le riz est mangeable ou pas, parce qu'ils en ont tellement vu qu'ils développent ce qu'on appelle de l'instinct. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui a de l'instinct et quelqu'un qui n'en a pas sur un sujet donné? C'est tout simplement quelqu'un qui a de l'information et quelqu'un qui n'a pas d'information. Mais l'information, ça ne veut pas dire lire quelque chose une fois. Ça, ce n'est pas de l'information. Ça, c'est une donnée. La distance entre la donnée et l'information, c'est de transformer une donnée en quelque chose que vous savez par cœur, qui vous est intime. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans la programmation, c'est vrai dans la peinture, c'est vrai. Très intéressant, tiens. Vous savez comment on apprend à programmer dans la plupart des écoles d'ingénieurs? Moi, c'est un truc qui me fascine, ça. On prend les gens
et on leur donne une feuille de papier et on leur dit tu vas faire ton programme sur une feuille de papier. Alors quand je dis école d'ingénieur, je ne parle pas des écoles d'ingénieurs en informatique, je parle vraiment des... Si vous allez à l'X par exemple, vous avez des cours d'algorithmique et vous prenez votre cahier et puis on vous fait faire au point votre algorithme sur un cahier et seulement si votre algorithme est juste sur le cahier, alors vous prenez votre ordinateur, vous vous mettez derrière votre ordinateur et vous tapez votre programme. Comment apprennent les gens sérieux qui font de la programmation? Bah, programme un truc, ça marche pas. Ils se disent tiens, c'est bizarre, ils recommencent, il y a tweak, ils font, ils machin, ils complexifient, ils factorisent, ils développent, blablabla. Et puis ça marche. Quelle est la différence entre les deux? Bah, c'est exactement la même chose que les peintres qui passent des heures et des heures à imaginer ce qu'ils vont peindre et juste ceux qui le peignent et qui corrigent et qui corrigent et qui corrigent. Et ça s'appelle faire des esquisses. Faire des esquisses, c'est la façon la plus simple d'apprendre à dessiner. Si vous apprenez à dessiner en passant d'œuvre parfaite en œuvre parfaite, en fait, vous vous améliorerez jamais. Tout simplement parce que vous ne développez pas le bon coup de crayon, vous ne développez pas le bon coup. Et ben, c'est la même chose intellectuellement dans les sujets plus intellectuels. Quelle est la bonne façon d'embaucher et de virer les gens? Ben, c'est d'embaucher 1000 personnes et d'en virer 1000. Forcément, la millième fois, bon, je ne vais pas continuer mes métaphores dans tous les domaines, mais vous voyez où je veux en venir. C'est que forcément, petit à petit, à force de faire quelque chose, vous vous mettez en situation de devenir maître de ce quelque chose. Et c'est là où, en fait, où beaucoup d'entrepreneurs sombrent. C'est qu'ils font leur entreprise en pensant que c'est un sujet de conception. Ah, je vais concevoir ce que j'ai envie de faire. Je vais imaginer ce que j'ai envie de faire. Non, faites-le. Faites-le tous les jours et petit à petit, vous concevrez en fait. Parce que le travail de conception vient toujours a posteriori du travail d'exécution. Et c'est que quand vous avez l'impression d'être en retard, que vous faites bien les choses. Si vous avez l'impression d'être en avance et d'avoir bien préparé les choses, vous êtes foutu. L'anticipation, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Alors, comment adopter ce mindset hacker en dehors de la programmation? Il y a deux grands exercices que vous pouvez apprendre à faire. Le premier, c'est le fait d'imaginer pour chaque entreprise que vous essayez de faire une méthode artisanale de lancement. Donc, par exemple, vous décidez de faire une plateforme de vente en ligne de tabourets. Voilà. Vous voyez ce tabouret? J'en ai 10 000 dans la cave là. Je n'ai pas de bol. Je veux les vendre en ligne. Quelle est la façon la plus rapide de vendre 10 000 tabourets en ligne? La façon la plus simple de vendre 10 000 tabourets en ligne, c'est d'en vendre 100 devant chez vous, 1000 à leurs copains et les 9000 restants, enfin les 8900 restants en ligne. Qu'est-ce qui se passe si vous essayez de vendre 100 fois un tabouret et que vous arrivez à le vendre 100 fois un tabouret? C'est que forcément, vous allez devoir parler à 1000 personnes. Parce que la probabilité que chaque personne à qui vous parliez de ce tabouret l'achète est très faible. Et donc, au bout du 1000e discours, vous allez être super au point sur comment décrire ce tabouret. C'est tout bête. Alors que comment font la plupart des entrepreneurs? Ils voient ce tabouret, ils le regardent et ils font une description, ils la mettent en ligne et ils se disent « Ah là, c'est fait ». Mais le problème, c'est que c'est pas fait en fait. Vous n'avez pas trouvé la phrase clé. Bon, je vais vous avouer un truc. Il y a un domaine dans lequel ça se vérifie plus que les autres. J'avais un jeu quand j'étais plus jeune, c'est d'aller dans une soirée et convaincre une fille de rentrer avec moi. Et j'ai découvert qu'il y avait des phrases clés. Et en fait, je testais des dizaines et des dizaines de phrases juste pour voir quand ça marchait. Et il y en a une qui est killer et qui en plus se répercute en ligne et marche super bien en ligne. Mais je ne vais pas vous la donner. Bon, coucou. À une soirée, un type qui vous dit coucou, déjà, ça le classe dans une autre catégorie. C'est pas le salut, tu t'appelles comment? Non, non, coucou. T'as pas encore trouvé chaussure à ton pied avec une bouille pareille? Et c'est killer comme truc.
c'est le taux de réponse sur les sites de rencontres est de l'ordre de 80% avec cette phrase. Et j'en ai testé plein. Et, et en fait, le sujet, c'est que... Alors là, en plus, vous vous dites, mais il est complètement dingue, etc. Mais en fait, non. C'est parce qu'à force d'avoir testé des phrases, à force d'avoir testé des choses, je ne fais plus ça. À force d'avoir testé des phrases et tout ça, forcément, en fait, vous finissez par développer un très très grand instinct sur qu'est-ce qui... Parce que c'est pas juste la question de la première phrase. Ensuite, c'est la question de la deuxième phrase et de la troisième phrase, etc. Mais en fait, cette première phrase, c'était la façon d'ancrer le plus haut la personne. Non, mais c'est quoi ce cinglé, en fait? Et en fait, à partir de ça, vous pouvez construire plein de choses. Alors évidemment, ça ne marche pas dans 100% des cas. Tout ça, c'est juste des histoires de probabilité, mais ça marche super bien. Et en fait, le sujet, c'est que l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Vous auriez pu essayer de mettre en point une phrase en réfléchissant à qu'est-ce que la bonne phrase. Vous pouvez aussi tester des dizaines et des dizaines et des dizaines de phrases et juste voir les datas et juste voir où ça vient. Mais le fake it until make it et le try it until make it, c'est quelque chose qui doit être une philosophie de vie. Vous devez vraiment vous mettre en position de... par exemple, je vais vous raconter une anecdote moins drôle mais plus professionnelle. En ce moment, un des grands jeux à The Family, c'est de faire rentrer des boîtes qui ont déjà levé beaucoup d'argent. Parce que quand même, c'est beaucoup plus simple d'aider des gens qui ont déjà réussi que d'aider des gens qui ne savent pas comment démarrer. Sauf que vous voyez bien le problème. Le problème, c'est que fondamentalement, un mec qui a déjà levé plein d'argent, il va se dire, mais qu'est-ce que The Family peut m'apporter? J'ai déjà pas mal de réussite et tout. Et alors nous, on pense sincèrement que c'est surtout à ces gens-là qu'on peut apporter des choses magiques. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc, comme nous, on est persuadé de ça, mais que la perception de cette valeur est très faible, il faut trouver la bonne façon d'argumenter, la bonne façon de rentrer chez les gens, etc. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas fait une réunion à se dire c'est quoi les arguments. On n'en a même pas fait une. Ce qu'on a fait, c'est que Jean et moi, tous les jours, on parle à des boîtes matures et on leur propose de rentrer. Et à chaque fois qu'on arrive à en faire rentrer une, on se la pète auprès de l'autre avec quel argument était killer. Et résultat, nous deux, on apprend. Et par exemple, j'étais bloqué sur une boîte parce qu'ils n'arrivaient pas à gober le pourcentage qu'on demandait. Et on ne veut pas baisser nos prix parce qu'on ne baisse jamais nos prix, on négocie jamais à The Family. Et alors comment vous faites pour baisser? Et Jean a trouvé le truc. Il dit, t'as qu'à leur dire qu'on leur prend le pourcentage qu'on prend comme s'ils étaient rentrés dans The Family, qu'on applique la dilution qu'on aurait vécue avec leur levée, et que ça donne le pourcentage final qui n'a un pourcentage pas négocié. C'est killer comme truc. Et là, ils disent tous oui. Mais vous voyez le point, c'est que pour en arriver là, on s'est pris plein de bananes. Et il y a plein de gens qui nous ont dit non. Et en plus, maintenant, les gens qui nous ont dit non, on les recontacte avec les nouveaux arguments et on regarde s'ils disent oui. Et maintenant qu'ils disent oui, on en contacte les autres. Et puis, vous voyez le jeu. Maintenant, on dit aux gens, ouais, voilà, sur le dernier mois dans The Family, il y a 6 boîtes qui sont rentrées et qui ont chacune levé plus de 2 millions. Résultat, toute boîte qui lève plus de 2 millions, maintenant, elle se dit, ouais, faudrait peut-être qu'on envisage de rentrer dans The Family. Je suis mort de rire parce qu'on n'avait aucun service. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant qu'ils sont dans The Family, bah, on les a eus par la conviction. Sauf qu'il n'y a aucun service pour eux, là. Ça n'a pas du tout été pensé pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut courir et il faut créer des avantages. Et on est au taquet sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait beaucoup de choses à la main. Et pourquoi on fait beaucoup de choses à la main? Pour ne plus les faire à la main. Et alors, de quoi a besoin une grande boîte? Bah, elle a besoin d'être encore plus grande. Et donc, comment on fait ça? Bah, on fait ça en apportant des services à l'échelle, en fait. Et on aurait pu faire tout l'inverse. On aurait pu réfléchir à quoi avait besoin une boîte qui a déjà levé. On aurait pu essayer de le mettre au point pour convaincre les boîtes de rentrer. Vous voyez la grande différence de méthodologie, ça n'a juste rien à voir. Et c'est ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est comment faire pour donner l'envie aux gens de façon simple. Et la seule façon de trouver la façon la plus simple de donner envie aux gens, c'est de le faire et de le refaire et de le refaire. Et avoir les gens en face de... La meilleure façon de mettre au point un site internet, c'est d'avoir les gens en face de vous. Ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais c'est en faisant des choses au-delà de la normale
dans le physique que vous allez capter de l'information qui vous permettra d'avoir des résultats au-delà du normal dans le virtuel. Alors prenons des exemples. AngelList, plus grande plateforme de mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs. AngelList, ils ont eu un début assez classique. Ils ont levé de l'argent auprès de leurs copains. Ils ont mis au point une plateforme et la plateforme n'a rien donné. Très classique. Et puis, à ce moment-là, ils ont fermé la plateforme et ils ont lancé une newsletter où tous les jours, ils racontaient aux gens des deals, etc. La newsletter est devenue un succès énorme. Ils ont lancé une plateforme et aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut plus d'1 milliard. Et pourquoi? Parce qu'ils ont créé l'usage avant de créer le produit. Donc le produit n'était qu'une évidence par rapport aux troubles de l'usage. Un autre exemple, on a une boîte chez nous qui s'appelle AirDetox. AirDetox, ils ont commencé dans un groupe Facebook. On a Switch. Switch, c'est technologie de parking dans la ville. Ils ont commencé avec des panneaux dans la rue pour dire aux gens, si tu veux cette place, paye-moi 5 €. Et les gens s'arrêtaient, se disaient, ah bon? Et c'est comme ça qu'ils ont lancé l'app. Et ils l'ont lancé dans 3 rues. Donc vous voyez à quel point en fait le fait de trouver la bonne façon de faire de façon artisanale ce que vous voulez faire à l'échelle, c'est la meilleure façon d'acquérir de l'information le plus rapidement possible. Pourquoi je vous raconte tout ça, même si je sais que fondamentalement vous n'allez pas tous devenir des hackers? Parce que même si vous n'êtes pas un hacker, vous devez comprendre en quoi les hackers vous sont supérieurs au jeu entrepreneurial. Et je le dis formellement. En quoi les hackers vous sont supérieurs dans le jeu entrepreneurial? Parce que c'est la seule façon que vous allez pouvoir trouver pour les attirer et les faire travailler pour vous. Vous avez 2 choix. Soit vous devenez vous-même un hacker, et c'est un choix qui passe par beaucoup d'apprentissage, et qui passe par beaucoup d'efforts, et qui passe par le fait de vous reprogrammer le cerveau et les réflexes. Et surtout, ne le faites pas en faisant une boîte. Faites-le en faisant un projet le plus rapidement possible, ou faites une boîte où vous vous en fichez si ça va réussir ou pas. Mais ce que je veux dire, vous ne rajoutez pas le stress de quitter votre boulot et faire ça. Devenez un hacker du dimanche avant de vouloir devenir un hacker. Ça, c'est la voie longue. On va dire c'est la voie non hacker du devenir un hacker trop tard. Après, il y a un hack. Le hack, c'est finalement prétendre en fait que vous êtes un hacker. Le prétendre tellement bien et le faire tellement bien semblant que les autres hackers vont penser que vous en êtes un et de devenir très bon à les diriger. Si vous voulez faire une boîte qui compte, vous avez besoin d'être entouré de hackers. Les hackers attirent naturellement les autres hackers. Si vous n'êtes pas un hacker vous-même, vous pouvez très bien le devenir juste mentalement et dans l'état d'esprit et en créant un vrai paradis pour les hackers. Mais donc, ça suppose, de savoir faire la différence entre un ingénieur et un hacker. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de tomber sur un ingénieur à la fondation de votre boîte. Et quand je dis un ingénieur, je parle en termes de mentalité. 80% des boîtes que je vois mourir meurent sous une mentalité d'ingénieur. C'est toujours la même histoire. C'est un type un peu naïf qui rencontre un type très compétent. Et ce projet est complètement bousillé par le type compétent. Vous faites un réseau social dans le sport. Personne ne l'utilise, le réseau. Personne ne sait à quoi il sert. Mais par contre, l'ingénieur qui l'a mis au point a fait une base de données qui peut recevoir 1 milliard de requêtes à la seconde. Classique. Et puis, incroyable la base de données. Hein. C'est d'ailleurs tellement incroyable que quand votre startup aura fait faillite, Google l'embauchera. Vous aurez payé sa formation à Google. Et en fait, ça c'est le point, c'est que comprendre la culture hacker, ça vous évitera ces erreurs de recrutement. Vous avez besoin de filous, vous avez besoin de gens qui avancent vite, vous avez besoin de loulous, non pardon,
C'était pour voir si vous suivez. Vous avez besoin de gens qui, par-dessus tout, aiment apporter de la valeur dans le court terme. Et si vous arrivez à créer un paradis sur Terre pour ces gens-là, parce que ces gens-là, dans les entreprises traditionnelles, sont très 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 mal vus. Ces gens-là, dans les entreprises traditionnelles, n'ont aucune place. Ces gens-là, dans les entreprises traditionnelles, sont toujours la risée de leurs collègues parce que forcément, ils ont tendance à faire des choses un peu cassées. Ces gens-là, si vous leur donnez le bon milieu, ils peuvent faire des choses magiques. Donc, à défaut de devenir un hacker, dites-vous que vous allez devenir le dresseur de hackers le plus extraordinaire du monde. Parce que, fondamentalement, faire une entreprise incroyable, c'est faire une équipe incroyable. Alors, il y a deux façons de faire une équipe incroyable. Soit vous êtes incroyable et vous attirez les gens incroyables, soit vous savez très 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 bien gérer les gens incroyables et vous savez très très bien vous mettre à leur service et à leur disposition. C'est l'un ou l'autre. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit plus efficace que l'autre. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit plus courante que l'autre. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire de toutes les entreprises contemporaines, c'est vraiment, y a vraiment les deux choix. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le but de la session aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire « Ah, vous allez tous devenir un hacker ». Non, c'est que vous allez tous, à minima, créer un milieu qui est compatible pour le hacker mindset, parce que c'est le hacker mindset qui fera que vous n'allez pas vous sombrer en fait, dans la complexité de votre entreprise. Sombrer dans des verres d'eau, c'est la façon la plus simple de rater sa boîte. Et les gens qui se noient dans des verres d'eau, il y en a plein. C'est hyper courant. 5 points pour créer un environnement incroyable pour un hacker. Comprenez que les hackers aiment résoudre des problèmes. C'est ni des gestionnaires, ni des bâtisseurs, ni des gens qui construisent sur le long terme. Ils aiment résoudre le problème et passer au problème d'après. Ça veut dire plein de choses. Ne mettez jamais un hacker à la maintenance. Vous mettez un ingénieur à la maintenance. C'est là où vous voyez que tout le monde a sa place dans le monde. mais si vous avez des gens qui ont cet état d'esprit, mettez-les à la croissance, mettez-les au nouveau. Par exemple, prenons un cas très classique. Vous avez un vendeur qui a un mindset hacker. Il est incroyable, à chaque fois que dans votre entreprise, il a chopé tous les premiers contrats et il a mis en place toutes les premières personnes qui ont rejoint l'équipe hyper facilement et il a trouvé toutes les bonnes techniques pour aller débaucher les vendeurs des autres boîtes. Quelle est l'erreur fondamentale à ne pas faire? Le mettre chef des ventes. Là c'est le début de la cata. Type, il va devoir faire des reportings, des réunions, gérer les problèmes psychologiques des gens. Il va complètement dépérir. Quelle est la bonne chose à faire? Vous le mettez dans une nouvelle ville pour ouvrir une nouvelle équipe. Vous voyez la différence? Les deux sont une forme de promotion. Il y en a juste une qui est adaptée à la philosophie de la personne et une autre qui ne l'est pas. Et alors, c'est quoi le problème avec la plupart des hackers? Des vrais hackers, ceux qui ont vraiment l'esprit break things, etc., au fond d'eux, c'est qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Et donc, en fait, ils rêvent de devenir chef des ventes. Ils rêvent de devenir chef des ingénieurs. Ils rêvent de devenir chef de projet ou je ne sais pas quoi. Et tout l'enjeu pour vous est de réussir à leur faire comprendre que ce n'est pas leur truc et qu'ils devraient mieux chercher quelque chose d'autre et trouver leur place autrement. Les hackers font les pires managers du monde. Parce que par définition, leur seul boulot, c'est de casser de la structure. Toute organisation sociale, à un moment donné, a besoin d'une structure. Prenez Google, par exemple. Google, ils ont résolu ce problème de façon incroyable. Dans Google, vous avez deux entreprises. Vous avez l'entreprise des gestionnaires et l'entreprise des hackers. L'entreprise des gestionnaires, elle est responsable de AdWords. C'est processé, c'est millimétré, personne n'a le droit de donner son avis, ça tourne tout seul et ça crache 37 milliards. Et ça sert à quoi? Ça sert à ce que des gens dans un labo qui s'appelle Google X puissent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent.
D'ailleurs, tiens, les sociétés automobiles sont nulles, elles n'ont pas compris notre idée de Google Self-Driving Car. Bon, bah fabriquons de zéro une voiture. On va acheter une usine, on n'a que ça à faire. Et d'ailleurs, la voiture, le cycle de développement moyen d'une voiture, c'est 5 à 10 ans, un truc comme ça. Et ben nous, on va la fabriquer en 12 mois. Parce que pourquoi attendre? C'est juste une question de hack. Et la pire chose, c'est que si Sergey Brin était resté dans la gestion de la boîte, je pense que la boîte aurait sombré en fait. Très sincèrement. Je pense qu'il n'y aurait rien qui tournerait. D'ailleurs, tout le monde disait chez Google il y a 5 ans, c'est une cata cette boîte, il n'y a rien qui tourne. Aujourd'hui, c'est la boîte la plus processée et la plus brillante du monde de ce point de vue-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aient pas conservé à côté. Alors ça, c'est une forme de modèle. Il y a plein d'autres modèles. C'est aussi inviter des fois les gens à faire autre chose de leur vie. Donc, comprenez bien que le but du jeu pour un hacker, c'est de résoudre des problèmes. La deuxième chose, c'est que fondamentalement, un hacker pense qu'il ne faut jamais résoudre le même problème deux fois. Et alors ça, si vous voulez comprendre à quel point c'est quelque chose de profond dans la culture hacker, allez sur n'importe quel forum informatique et posez une question. Et vous allez voir comment vous allez vous faire insulter. On dirait qu'il y a même des mecs qui sont payés juste pour ça, pour venir insulter les types qui ont posé une question dont la réponse a déjà été apportée dans le forum. Ouais, tu sais pas utiliser le moteur de recherche, crétin. Bon, d'accord. Pardon. Ça c'est un point important, mais c'est un point qui est très très favorable à l'entrepreneuriat et qui vous est très favorable si vous le comprenez. Si votre boulot c'est de gérer une petite usine de hackers, votre boulot c'est de documenter ce qu'ils font, parce que c'est pas eux qui le feront, pour que les nouveaux hackers n'aient jamais besoin de le faire. Alors ça peut paraître ingrat de se dire que son boulot c'est de documenter le boulot des autres, mais en fait c'est incroyable. On n'imagine pas à quel point à l'intérieur d'une entreprise, la documentation peut tout changer. Prenons un exemple bête. À The Family, Internet tombe toutes les 15 minutes, à peu près, quand on est chanceux. Et il y a tout un process pour voir tout ce qui peut faire que Internet ne marche pas et redémarrer Internet. Et il y avait une seule personne qui le connaissait. Résultat, les coupures duraient 1 heure, le temps que la personne vient, etc. Maintenant qu'on a un document dans lequel c'est expliqué étape par étape, et bah en fait Internet n'est jamais down très longtemps. Vous voyez comme un simple petit document Word peut tout changer? Parce que vous vous dites oui mais c'est pas très grave, mais si en fait c'est très grave. Parce qu'il y a toujours un effet Murphy. Comme par hasard la personne n'est pas là le seul jour où Internet est vraiment down. Comme par hasard la personne s'est occupée d'autre chose alors qu'elle n'a pas vu que l'Internet était down. Et les autres ne savaient pas que c'était elle la personne qui avait. Et etc., etc. Et en fait ce genre de problème à l'échelle peuvent être résolus si vous avez cette pratique hacker incroyable qui est de toujours tout documenter de façon très précise. Et en fait, les hackers documentent pour les autres, mais ils documentent rarement pour eux-mêmes. Donc vous avez besoin, par exemple, Google, ils ont résolu ce problème de façon très simple. Tous les ingénieurs doivent documenter le code des autres ingénieurs. Mais ce qui s'applique au code peut s'appliquer à tout. Ça peut s'appliquer à la vente, ça peut s'appliquer au marketing, ça peut s'appliquer... par exemple, y a des sociétés qui documentent très précisément tous les pubs et tous les slogans qui ne marchent pas sur Internet. Parce que qu'est-ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un arrive au document marketing? Bah, il pense aux 100 premières pubs qui lui viennent à l'esprit et c'est tout le temps les mêmes. Donc savoir que ça a déjà été testé, c'est le meilleur moyen de commencer. C'est la même histoire que tout à l'heure. Au lieu de commencer de 0, vous commencez de 100. Faites attention. Si vous avez des gens qui ont un esprit hacker, la chose qui les perturbe le plus au monde, c'est de s'ennuyer. Ne les laisser jamais s'ennuyer. D'ailleurs, il y a une phrase que je trouve très drôle. Boredom is evil. Et je pense que l'ennui est vraiment maléfique en fait chez ces gens-là. Parce que quand ils s'ennuient, ils vont forcément trouver une façon de plus s'ennuyer. Et c'est peut-être pas une façon qui est en votre faveur. Pour plein de raisons. Donc, trouvez toujours des nouveaux challenges et gardez votre organisation sous tension créative. Vous êtes tous, d'une façon ou d'une autre, amenés à faire un business dont l'avantage comparatif sur les autres business est son imagination et sa créativité. L'un de vos avantages comparatifs les plus énormes, c'est la créativité. Et notamment, si vous faites des business traditionnels, vous pouvez croire que ce n'est pas le cas.
Mais en fait, la seule chose qui sauve dans ce monde, dans le business, c'est d'être les plus créatifs. Regardez les 1000 entreprises les plus impressionnantes du monde. Elles ont toutes réussi à être créatives à des endroits où on ne les attendait pas. Regardez Starbucks. Quelle est la différence entre Starbucks et tous les autres coffee makers? C'est qu'en termes de process et en termes de back-end, c'est les types les plus créatifs du secteur, de très très loin. Ils arrivent à automatiser des choses que peu de gens pensent que c'est automatisable. Quelle est la différence entre, prenons une entreprise qui est très traditionnelle, dans le métier de conseil? Quelle est la différence fondamentale entre un McKinsey et les autres? Parce qu'on peut se dire, oui, McKinsey embauche les meilleurs, etc. C'est assez faible en fait comme explication. Oui, mais pourquoi ils ont tellement de moyens? Parce que c'est un cycle. Ouais, mais justement, pourquoi les gens payent un TJM, un taux journalier moyen tellement élevé? Dans un monde où l'intelligence est devenue une commodité, pourquoi ça perdure? Pourquoi ça se maintient? Il y en a plein d'autres qui ont une Pourquoi le TGM de BCG est 40% inférieur alors que la notoriété de BCG est à peu près équivalente? En fait, fondamentalement, c'est les seuls à avoir une base de connaissances unifiée qui est incroyable. Chez McKinsey, chacune mission mène à une documentation de la mission incroyable et qui doit rentrer dans une base où tous les McKinsey Boys y ont accès et ça participe. Et c'est pour ça que des fois, ça donne ce sentiment de copier-coller permanent. Mais en même temps, ça rassure les mecs de se dire « Ah bah c'est cool, c'est le meilleur d'Australie qui réfléchit à mon problème alors que je suis au Kentucky. » Parce qu'ils ont réussi à créer cette culture unifiée avec ce savoir unifié et ces data unifiées. Et ça, c'est unique sur le marché du consulting, à ce niveau-là. Pourquoi 5 à sec se développe beaucoup plus rapidement que les autres pressings? Est-ce que c'est juste financier? Non, c'est juste qu'ils ont les meilleures machines à laver. Parce qu'ils ont tweaké eux-mêmes en fait leur système de pressing et leur système. C'est les seuls qui ont des ingénieurs qui réfléchissent à ces sujets-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas des ingénieurs pour le coup, parce que même s'ils ont un titre d'ingénieur, ils ont vraiment un esprit hacker. Regardez Dyson. Dyson, c'est le royaume du hack. C'est des types qui font de l'ingénierie très très haut niveau, mais avec un hacker mindset incroyable. Apple, ils ont l'impression de sortir des produits hyper unifiés, hyper léchés, etc. Mais vous verriez le processus à l'intérieur de création chez Apple, il est par itération incroyable. Ils impriment en 3D, ils font du fast prototyping bien avant tout le monde sur le marché. Ils ont fait de la modélisation 3D, ils ont créé tous ces outils de représentation et d'imagination avant tout le monde sur le marché. Et pourtant, ils donnent le sentiment de ne sortir que des choses parfaites. C'est parce qu'en fait, ils le sortent à plusieurs échelles. C'est juste l'échelle finale, qui est votre échelle, où c'est parfait. Mais les gens, il y a déjà des employés d'Apple là qui rentrent chez eux avec un iPhone 7 ou 8. C'est des cycles produits extrêmement rapides en fait. Quatrième élément de la culture hacker, freedom is good. Vous devez absolument être obsédé par donner un maximum de liberté et de pouvoir à ces gens-là au sein de votre organisation. L'élément culturel le plus fondamental pour ces gens-là, c'est d'avoir beaucoup de liberté dans ce qu'ils font. Et alors, la dernière chose, c'est que la limite à tout ça et la limite à faire semblant d'avoir cet esprit pour pouvoir favoriser cet esprit à votre service, c'est que l'attitude n'est pas la compétence et qu'il y a toujours une limite à ça. Et le fait d'être conscient de cette limite, ça vous évitera les critiques. C'est le fait de savoir que vous n'êtes pas le meilleur hacker de votre entreprise, ça vous mettra en position de toujours valoriser les gens de la bonne façon et de laisser les gens pouvoir exprimer leur créativité au service de votre entreprise. Et ça veut dire très bien payer les gens, ça veut leur dire donner des actions à la hauteur de ce qu'ils méritent, et ça veut dire ne surtout pas être radin sur ces sujets-là combinés. Parce que forcément, dites-vous toujours que si quelqu'un d'intelligent ne travaille pas pour vous, il pourra travailler pour quelqu'un d'autre, et peut-être même pour votre concurrent. Et c'est là l'élément de guerre le plus fondamental. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est de gagner toutes les batailles.
La meilleure façon de gagner toutes les batailles, c'est d'avoir les meilleurs soldats. Merci beaucoup.